Il travaille par petites touches monnaie, par toutes petites touches, déployant une infinité de gestes fins, rapides et aimants. Il pense qu'il voit, et comme il voit mal, c'est flou. C'est vague, vaguelette, ça vogue. Yeux mi-clos, paupières à demi baissées, cils battant doucement telles les racines des nénuphars dans les fonds sombres de l'étang. Son regard flotte sur l'eau et s'y abandonne, à la fois léger et généreux, aimant. Il résonne, ces mots, tous ces mots qui commencent par N, les mots nymphe et nymphéa, naïade et nénuphar, et si à leur endroit, tout est flou et flottant, trouble et troublant, vague et vaguelette, peut-être est-ce parce que ça tourne autour du divin et du féminin, oui, qu'il s'agit du divin, du plaisir féminin, et si souvent négligé, oublié, pour ne pas dire refoulé, nié, écrabouillé dans l'histoire humaine. Un dictionnaire nous dit que la nymphe, c'est le clitoris. Un autre nous assure que c'est les petites lèvres. C'est vague, n'est-ce pas ? Un article scientifique précise que nymphe est la même chose que chrysalide, phase du développement intermédiaire entre larve et imago de certains insectes, en particulier les papillons. Ce qu'il faut souligner en revanche, n'en déplaise à ce grand collectionneur de papillons qu'était Vladimir Nabokov, c'est que nymphe n'est pas nymphette, n'est pas Lolita, fillette prétendument perverse qui fait prétendument exprès d'agacer le désir des hommes, leur insuffler l'envie ou le prétexte de la violer, violon. Nymphe n'est pas non plus nymphomane. Destinée fréquente des nymphètes, justement, ces jeunes femmes dont le corps a été trop tôt exposé au désir, le plus souvent par un proche, un trait devenu trop proche, le grand frère par exemple, et qui par la suite cherchent à mettre de la volonté là où celle-ci avait été écartée, bafouée, tenue pour quantité négligeable. Je pense notamment à Jean Seberg ou à Diane Arbus. Je pense à Lee Miller, à Francesca Woodman ou à Nelly Arcan. Je pense aussi à moi-même. Il est frappant de constater que nombre d'entre elles, d'entre nous, après avoir tenté de toutes les forces de leur œuvre artistique de comprendre ce qui leur était arrivé, se sont donné la mort. Rien de réjouissant dans la nymphomanie, non. Strictement
rien. Que ce soit à Giverny, dans la Brenne ou dans les grottes les plus enchanteresses de la Grèce ou d'Italie, les nymphéas, tout comme les nénuphars, frémissent et miroitent à la surface de l'eau. Car les nymphes, pour l'Antiquité gréco-romaine, ce sont justement les divinités féminines des eaux, sources, fontaines et rivières. Puissantes dans leur nudité, ces belles déesses joyeuses voudraient qu'autour d'elles, le monde entier frémisse et miroite. Elles désirent fort et se délectent de leur désir, batifolent avec les satyres, s'élancent ardentes pour séduire des bergers et tremblent de bonheur quand on les caresse. Oui, inouï, oui. Le désir ardent des nymphes naïades nymphéas est représenté sur des milliers de vases d'Athènes ou de Syracuse et dans les milliers de fresques romaines ou amalfitaines. On sait bien que dans ces représentations, il ne s'agit pas de la vie quotidienne des Athéniennes du 5e siècle avant Jésus-Christ, ni de celle des Romaines du 1er siècle après, ni de celle des Flamandes autour de Rubens, ni de celle des Britanniques proches de Waterhouse, ni de celle des Italiennes à l'époque de Botticelli ou des Titien. Bon, c'est comique. Régulièrement, au long de l'histoire occidentale,
surgit comme la réminiscence d'une liberté désirante féminine, systématiquement attribuée à des personnages divins ou mythiques lointains, inaccessibles, irréels, toujours les mêmes, Vénus et les nymphes. Mais au moins ces images ont-elles le mérite d'exister? Au moins le rêve a-t-il pu quelquefois s'épanouir, le fantasme s'illustrer? Or, quels seront, au cours des 20 ou 25 siècles qui ont suivi, en gros jusqu'au Free Love des années 1960, nos rêves et nos fantasmes à cet endroit? La cata! Seront décidés l'inutilité absolue des nymphes, clitoris, labia, divinité, chrysalides, fleurs, s'imposeront, séviront et s'étendront, sinistres sur ce plan et se valant rigoureusement, 3 monothéismes qui diront non, non, 3 fois non à tout ce qui, du côté du désir féminin, risquerait de clignoter ou de clapoter. Non aux vagues et aux vaguelettes tremblotantes, non aux fleurs de chair dénudée que l'on approche par petites touches, les effleurant d'une langue, d'une main ou d'une verge experte pour qu'affleure le plaisir dans toutes ses nuances mouvantes et émouvantes, bleu, vert, turquoise, mauve, violet, rose et or. Non au rire des naïades et au chant des nymphes, aux cris silencieux des nymphéas de Giverny. Ah bah, ces merveilles seront hissées sur un piédestal en leur lieu et place, vierges lugubres, saintes nitouches, martyrs gores, matrones plombées de robes opaques, de voiles ou de perruques, plus 1 centimètre de chair visible. Pour elles, 0 joie charnelle. Pour elles, maternité frigide, fidélité, chasteté, sobriété, vertu et mort. Terminez les danses, les torsions extatiques, les pas à moison. Bannis les batifolages avec les superbes satyres et les beaux bergers, les pandémons enchanteurs. Au lieu d'un demi-bouc tout vibrant de désir, l'homme-dieu deviendra l'agneau passif et ne connaîtra plus en matière de passion que la mort. La chair vivante sera nommée impure. Le fantasme, lui, deviendra pur et dur. Au lieu d'être amour flou et allégresse, alacrité à sautiller dans les bosquets et à s'embrasser sur toutes les bouches, le paradis sera rigide et grave. Une torture d'ennui à l'infini. Des bataillons d'anges à harpe et à trompette, sans sexe et sans sourire. Tandis que les vierges et les mères s'emmerderont au ciel, le plaisir ira rôtir en enfer. Décrétées putes ou sorcières, les femmes désirantes se consumeront dans les flammes souterraines. Les hommes, au lieu d'exulter dans leur chair animale, au lieu d'apprendre à caresser les nymphes par petites touches et à rester dans le vague, dans le flou, dans l'imprécision délicieuse de la myopie de Claude Monet, prendront du recul, aiguiseront leur regard et en feront un outil de préhension scientifique ou pornographique. Par lui, ils s'évertueront à percer et à exhiber, à étiqueter et à corriger le corps des femmes.
Tragique, ce recul. Terrible, cette distance. Funeste, cette peur de la mortalité. Muet en haine généralisée de l'immanence. S'étant éloignés de leur propre peau, les hommes ne sauront plus effleurer celle des femmes, la sentir, la respirer, la célébrer, peindre toute une amante à coups de petites touches de leurs différents pinceaux. Écrasons, nymphes, femmes. Au lieu d'aimer et de s'abandonner au plaisir, ils préféreront prendre et comprendre, couper et découper. On éliminera donc les petites lèvres et le clitoris des femmes. On fera disparaître les nymphes et les naïades, tout ce plaisir trop liquide, coulant, miroitant, scintillant, insaisissable. Sur les statues, en lieu et place de la sublime complexité de leur vulve, il y aura, entre les cuisses des femmes, un rien. Un rien du tout. Dans les livres d'anatomie, idem. Tout au long des lumières scientifiques en Occident, nous ne verrons que dalle à cet endroit. Nulle trace de nymphe. Symbolique dans nos contrées, l'excision sera réelle ailleurs. En Afrique, en Égypte, on tranchera d'un rasoir les petites lèvres et le clitoris des fillettes et l'on recoudra la plaie qui en résulte. Les gamines hurleront de douleur, saigneront, s'infecteront. Et chez nous, pendant ce temps, parallèlement à l'explosion du mouvement de libération des femmes et celui de la libération sexuelle, et en contradiction avec eux, se mettra en place une démarche presque aussi mutilante, exigeant le recul des femmes par rapport à leur propre corps. Ne vous abandonnez surtout pas à vos sensations, regardez-vous, décorez-vous, retravaillez-vous, faites-vous belle, photographiez-vous, filmez-vous et faites circuler les images de votre beauté. Les femmes revêtiront peu à peu une burqa de chair, pour reprendre l'expression tragiquement juste de Nelly Arcan. Certaines se feront opérer, sexisant en quelque sorte elles-mêmes, afin que, captées avec la précision chirurgicale de la pornographie, leur vulve ressemble à celle d'une Lolita, d'une nymphette. Or, se soucier de son apparence pour une femme est incompatible avec l'orgasme. Ça ne se conjugue pas. S'interroger pour savoir à quoi nous ressemblons, si nous sommes belles, si nous plaisons, nous empêche radicalement de jouir. Les deux travaillent en direction contraire. Où d'autres, de par le monde, trouve-t-on la trace de la jouissance féminine ? Rarement, il faut bien le dire, dans les stances perverses de Sade ou de Masoch, les gravures érotiques françaises ou japonaises, le Kama Sutra indien ou le vaudou haïtien, presque jamais dans les simagrées des stars de cinéma ou de music-hall, pour ne rien dire des travailleuses du sexe. Rarement aussi dans les lascives danses du ventre oriental, le twerk de l'afrobeat ou la samba brésilienne. Tout cela relève de ce que les femmes brandissent pour exciter les hommes et non de ce qui les fait chavirer, elles, de plaisir.
Oh, un peu plus de flou, s'il vous plaît. Oui. Cultivons la précieuse myopie de Claude Monet qui permet aux nymphéas d'éclore, d'éclore et d'éclore encore dans toute leur fécondité splendide et toute leur splendeur féconde. Car, ne l'oublions pas, autour des adultes qui rigolent, picolent et batifolent, des enfants se roulent par terre, se grimpent dessus, se chatouillent et se chamaillent. Femmes, rivières, étangs et sources, fleurs et papillons, hommes, boucs et taureaux, prés et forêts, l'humain traversé par l'animal, le végétal, le minéral dont il provient et participe. Miracle de ce plaisir qui, dès la peau frôlée, se met à sourdre dans les sombres profondeurs, se fait tourbillon, qui lentement monte à la surface et puis jaillit, gicle en fontaine. Certes, là encore, nous savons que ces images ne reflètent pas la réalité réelle, ne sont que mythes, légendes dorées. Mais comment, à ces images-là, en sommes-nous venus à préférer les nôtres, atroces de précision scientifique et pornographique? Comment avons-nous fait pour oublier la peau, la surface scintillante, les entrelacs du désir, les caresses par petites touches? Autrement dit, à quelle fin avons-nous, contre le plaisir des femmes, aiguisé notre regard à mort? À mort. À mort. Le deuxième texte est complètement différent. Donc je change d'habit. Mon fils, mon ange, mon Adam précieux. Je
Je te regarde jouer, mon cœur déborde d'amour. J'ai confiance en toi, tu sais. Je suis toute frémissante, non pas d'espoir, mais de confiance en ton avenir. Ton père et moi te transmettrons tout ce que nous avons appris grâce à notre famille et à notre histoire propre. Par ailleurs, au sein de la société, tu bénéficieras de tous les progrès de l'humanité depuis que celle-ci est sortie des grottes préhistoriques. Progrès techniques et technologiques, mais aussi progrès moraux. Tu as la chance d'être né et de grandir dans un pays démocratique, un pays épris de liberté. Allons, disons-le franchement, mais sans forfanterie, un pays qui a forgé la notion même de liberté. Et cela se sent à tous les niveaux, dans toutes les structures éducatives, économiques, politiques et culturelles. Certes, pour l'instant, tu ne peux pas comprendre ces concepts. Mon bébé, tu n'as que 9 mois. Tu sais t'asseoir, te hisser tout seul en position debout, en attrapant les barreaux de ton lit-cage et de ton parc, mais tu n'es pas encore entré dans le langage. Oh, cela commence. Cela commence, j'observe le processus avec patience et passion. Tu reconnais déjà ton nom, mon amour. Les sons A, dans te font tourner la tête ou lever les yeux, mais tu dis maman, papa, bébé, baba, dada de façon aléatoire, comme s'il s'agissait d'entités interchangeables. Pour l'instant, c'est un simple jeu de lèvres et de cordes vocales, une expérimentation ludique. Et cela nous fait éclater de rire, ton père et moi. Nous savons que cela viendra, que c'est un bon chemin, que les unités de son et de sens voyagent déjà dans les volutes de ton cerveau. Peu à peu, tout cela va s'organiser, se décanter, se cristalliser et, d'ici quelques petits mois, eureka, apparaîtront tes premiers vrais mots, puis les premières vraies phrases. C'est toujours un miracle, le langage. Et avant même de parler, tu te lèveras et marcheras, comme Lazare guéri par Jésus. Oui, marcher aussi est un miracle. Personnellement, je vois l'évolution de chaque enfant et celle de l'espèce humaine comme une série ininterrompue de miracles. Je n'ai aucun mal à comprendre les gens simples, superstitieux et religieux qui croient en des instances divines, qu'il s'agisse d'un seul grand Dieu ou de plusieurs petits. Divine, en effet, la création de l'univers. Divine, la révolution de nos 8 planètes autour d'une étoile de taille moyenne nommée Soleil. Divine, l'apparition de la vie à la surface de notre planète à nous et d'elle seule. Divin, le surgissement de l'homme parmi les millions d'espèces vivantes, d'abord végétales, puis animales. Comment s'étonner de ce que, prenant conscience de notre existence si improbable, se rendant compte de notre unicité dans la Voie lactée, et peut-être dans tout le cosmos, nous ayons cru être faits à l'image de Dieu, dotés d'une âme immortelle.
Non, tout cela, tu ne le comprends pas encore, chérie d'amour. Pour le moment, tu baves et chiales et souris aux anges, mais rassure-toi, ton père et moi n'avons pas l'intention de te gaver de bondieuserie, comme on nous a gavés, nous. Baliverne, tout cela, nous le savons maintenant avec certitude, mais cela ne nous empêchera pas de te raconter, parmi d'autres contes à dormir debout, des histoires tirées de la Bible, du Coran, du Mahabharata et des légendes amérindiennes. Ces différentes fictions ont toutes quelque chose d'instructif, d'intéressant, parfois même d'amusant. Attends, non, attends, on ne prend pas le biberon de la petite fille. Excusez-moi, madame. Tenez, je vous le rends. Bon, il y a un peu de sable sur la tétine, je m'excuse. Vous voulez que j'aille la laver à la fontaine? Vous savez comment ils sont, hein, les bébés. On croit qu'ils ont compris. Et de fait, ils ont sans doute compris, mais ils font paf, ils le font quand même. Ils font exprès. Ils aiment tester les limites pour vérifier qu'il y a vraiment une règle. Ils la transgressent. S'emparent des affaires des autres. Pardon, excusez-moi, madame. Comment elle s'appelle, votre fille? Alice. Ça va, Alice? Viens là, dans mon ange, que je t'explique à voix basse. Ah. Elles ont quand même ça de bon, les religions. Elles nous ont légué quelques règles de base pour l'interaction au jour le jour pendant l'enfance. Celle-là, par exemple, s'appelle la règle d'or. Traite les autres comme tu voudras être traité. En d'autres termes, mon chéri, toi, tu n'apprécies pas qu'on te prenne tes affaires, donc il ne faut pas prendre les affaires des autres. T'as compris? Pendant qu'on est petit, ok? C'est plus clair si j'ajoute le geste au mot. Ça, c'est à toi, Jimmy, ce petit ours brun en peluche que tu adores. Jimmy, il est à toi. Et si je te l'arrache brutalement, t'es pas content, hein? N'est-ce pas? Ouais, voilà, c'est pareil pour la petite fille, là. Quand elle boit son biberon, il ne faut pas le lui arracher, tu vois? Il faut se mettre à sa place. Quand tu seras grand, ça ira mieux. Tu pourras commencer à prendre tranquillement ce qui est aux autres. D'abord, la moitié de leur place assise dans le métro et progressivement, leurs économies, leurs forces de travail, leur espoir. Et quand tu seras très grand, Adam, vraiment très grand, genre roi, PDG de multinationales, directeur de banque ou chef d'État, tu pourras prendre des autres tout ce qui te plaira. Leurs mines à charbon, leurs terres agricoles, leurs forêts, leur pays. Wouh!
regarde Adam. Alice et sa maman sont en train de partir, mais il y a une autre petite fille qui arrive, un peu plus grande, avec son papa. Bonjour monsieur. Elle s'appelle comment votre fille? Anne. Bonjour Anne. Ça c'est Adam. Oui monsieur, il fait beau, il fait très beau. Nous irons peut-être acheter des glaces tout à l'heure. Mais enfin Adam. Qu'est-ce que tu fais? Pardon, excusez-moi monsieur. Oui, non, d'accord, non, c'est pas drôle. J'ai ri parce que c'est totalement innocent de sa part. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il a 9 mois, monsieur. Oui, je sais bien, j'ai vu comme vous. Il a bien soulevé la jupette bleue de votre petite Anne, révélant au monde entier sa culotte à fleurs. Mais bon, vous n'allez pas me dire qu'à l'âge de 9 mois, mon fils a commis une agression sexuelle. Et maintenant, elle chiale et piaille la petite Anne. Et non, c'est pas vrai. Quelle chipie. C'est un geste malencontreux, c'est tout. On ne va pas en faire une affaire d'État. Mais vous êtes malade, monsieur. Complètement malade. Allez vous faire soigner. Oh. D'ici quelques petites années, oui, tu vois mon ange, tant que tu es petit, il faut faire attention. Tu n'as pas du tout le droit d'agresser les filles, hein, mais même accidentellement. Mais là aussi, plus tu grandiras, mieux ça ira. Bientôt, tu auras le droit de regarder des pornos hard qui montrent les filles en train de se faire violer de toutes les manières possibles et imaginables. À la puberté, tu pourrais te masturber en les regardant subir gangbang, strangulation et sodomie à la chaîne. Et puis, à la majorité, tu découvriras dans toutes les villes du monde des corps féminins disponibles pour ton plaisir, prêts à se faire frapper, fouetter et enfiler sous toutes les coutures pour pas cher. Si jamais ton pays fait la guerre et que tu deviens soldat, ça devient carrément gratuit. Soit l'État mettra en place des bordels militaires de campagne, pour soulager tes pulsions viriles, soit tu violeras les jeunes et jolies femmes de l'ennemi, plantant ta semence dans leur ventre pour qu'elles fructifient et produisent d'autres individus dotés de ton génome supérieur. C'est vieux comme le monde, cette histoire-là. Suffit de lire l'Iliade, la Bible, Gilgamesh, Le Monde, Une femme à Berlin. Suffit de se rappeler l'enlèvement des Sabines, les GIs au Vietnam, les Français en Algérie, enfin... La liste est infinie. À dire vrai, mon ange, le tout premier signe de l'écriture humaine que l'on a pu déchiffrer, un pictogramme trouvé en Mésopotamie datant d'il y a 3300 ans avant notre ère, signifie « femme prisonnière de la montagne ». Il s'agit clairement d'une captive de guerre sur laquelle beaucoup d'hommes sont passés. Tu comprends ma merveille? Il n'y a pas de souci. Plus tu seras grand, plus tu auras de femmes à ta disposition. Regarde Genghis Khan. Il a violé tant de vierges que 16 millions de personnes portent ces gènes dans le monde aujourd'hui. Plus tu as de fric et de force et des armées, des bourses et des golfs et des mines et du pétrole et des yachts et des fusées à ta disposition, plus les femmes seront nombreuses à se plier à tes besoins, tes désirs, tes exigences. Et si tu te vantes publiquement de leur mettre la main au sexe, tu pourrais te faire élire président du pays le plus puissant de l'univers.
Pour l'instant, laissons pleurer cette petite morveuse et allons voir le toboggan là-bas. Tu veux bien? C'est insupportable l'ambiance autour du bac à sable ce matin. Allez, maman va t'aider. Pour ne pas se faire mal, on va monter sur le tout petit toboggan en plastique. Oui, arrête de gigoter, chérie. Arrête de chouiner. Ce sera bientôt ton tour. C'est juste qu'il y a du soleil aujourd'hui. Alors, beaucoup d'enfants sont venus au parc. Et même si c'est un minable petit toboggan où ce sont les parents qui posent les mômes en haut et leur tiennent la main pendant la glissade de 3 secondes, il y a la queue. Ça, c'est une autre règle héritée des différentes religions et philosophies, élaborée par les êtres humains au long des millénaires. Chacun et chacune son tour. Tant que tu seras petit, Adam, il faudra t'y tenir. Mais quand tu seras grand, tu pourras commencer à marcher sur la tête des autres pour parvenir à tes fins, à les doubler agressivement sur l'autoroute et à glisser des pots de vin aux flics qui t'arrêteront. Et quand tu seras très grand, alors là, pas de souci, il sera toujours ton tour, tu vois. Les autres s'effaceront devant toi, tu achèteras les juges, et si certains protestent, s'ils organisent des manifestations contre toi, tu feras incarcérer tant de protestataires que les autres n'auront pas envie d'insister. Ah, t'as fait caca? Laisse maman sentir. Ah oui, tu as fait caca. Il faut que je te change. Madame, vous voulez bien nous garder notre place dans la queue, s'il vous plaît? Je dois changer le petit, nous en avons pour 2 minutes, voilà. Non, tu ne luttes pas avec ta maman, Adam. Tu es gentil. Regarde, je n'élève même pas la voix. Je ne te donne pas une paire de claques comme l'aurait fait ma mère à moi. Hein? L'éducation positive est passée par là. Allez, on se calme, on respire profondément. Je te secoue juste un peu par les épaules. Ok. Je la tête à heurter le stand de vélo, c'est pas grave. Bon, pardon, j'ai pas fait exprès. Hein? Cesse de gigoter, là, reste tranquille. Bordel de merde, Adam, tu m'entends? Mais c'est quoi cette chiasse? Ah, il y a de la merde partout. Je n'ai même pas pris assez de lingettes pour te nettoyer. Tu veux faire du toboggan, Adam, ou tu préfères que je t'enferme dans ta chambre dans le noir jusqu'à demain matin? Hein? C'est à toi de décider. Tu es libre. Bon. Voilà, mon adoré. Tu es tout propre. La couche souillée est dans la poubelle. Les déchets d'hiver, pour bien la recycler, il aurait fallu séparer la merde de la couche, tâche impossible. Allez, hop, retournons au toboggan. Comment ça, non? Tu veux retourner au bac à sable? Bon, ok, attends. Attends, juste que je disais à Adam. Excusez-moi, madame, vous n'avez plus besoin de garder notre place, merci beaucoup. Mon fils a trouvé mieux à faire que de poireauter une demi-heure pour 3 secondes d'extase factice sur un toboggan pourri qui fera bientôt partie des milliards de tonnes de plastique qui rejoignent quotidiennement le nouveau continent au milieu de l'océan Pacifique dans le bien nommé tropique du cancer.
Regarde, Adam, je te pose là. Tu veux jouer avec le seau et la pelle? Oui, n'est-ce pas que c'est amusant? Bon, tu ne sais pas encore le faire à bon escient, tu lances le sable un peu partout. Ah, zut, tu en as fait voler jusqu'aux yeux du petit garçon là. Je suis désolée, madame, il s'appelle comment votre fils? Arnold. Eh bien, ça, c'est Adam. Il n'a pas fait exprès. Peut-être que nos fils peuvent jouer ensemble, non? Regarde, on a une deuxième pelle. Tu prends celle-là, Arnold, vous pouvez remplir le seau, tous les deux. Et quand il sera plein de sable bien tassé, vous pourrez le retourner, n'est-ce pas, madame? Et ça fera... je ne sais pas ce que ça fera exactement, mais un genre de tas de sable que vous pourrez ensuite démolir avant d'en faire un autre. Dit comme ça n'a pas l'air palpitant, mais le fait est, mon ange, que cela te prépare bel et bien à ta vie future. Parce que quand tu seras grand, tu pourras construire des immeubles et détruire des forêts, construire des sites d'exploitation pétrolière et empoisonner l'atmosphère pour des siècles à venir, construire des grandes surfaces et détruire l'harmonie des villages. Ça, pour le coup, c'est palpitant, mais cela ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il faut d'abord grandir, apprendre à parler et à cogner, cesser de faire caca dans sa culotte et commencer à plonger des pays entiers dans la merde. Mais bon, pour l'instant, tu es petit, mon ange. À la crèche, on m'a dit que tu tapais parfois sur les autres. Ce n'est pas bien de faire ça, darling. Faut être tendre. Oui, j'essaie de contrôler ma colère parce que je veux te donner le bon exemple, tu vois. Certaines règles morales se dégagent comme quasi universelles. Et tu ne tueras point en fait partie. Pour les juifs et les chrétiens, c'est le 6e des 10 commandements. Les bouddhistes ont leur manière de le formuler, les musulmans aussi, les hindouistes aussi, et les animistes. Même si la formulation varie d'une époque et d'un continent à l'autre, toutes les religions tombent d'accord là-dessus. Mais là encore, il suffit de patienter. D'ici quelques années, tu auras accès à des jeux vidéo où tu apprendras à identifier et à éliminer l'ennemi. Plus tard, si notre pays entre en guerre, tu auras la possibilité, grâce à notre fabuleuse industrie d'armement et à l'entraînement impeccable de nos forces armées, d'exterminer beaucoup de gens en même temps, presque sans risque pour ta propre vie. Et puis, plus tu seras grand, mon chéri d'amour, plus tu pourras massacrer avec impunité. Tu sais quel est le record du plus grand nombre d'humains tués en l'espace de 24 heures? Hein, mon ange? Non, ce n'est pas Hiroshima, bombardé par les USA au mois d'août 1945. Mais tu chauffes. Il s'agit bien d'un bombardement US au Japon en 1945. C'est Tokyo! Dans la nuit du 10 au 11 mars, 100 000 êtres humains sont morts. Et la capitale du Japon a été réduite à un tas de ruines. Et qui a été puni pour tous ces morts, toute cette dévastation? Mais personne, mon ange. On ne s'en souvient même pas. On se rappelle Hiroshima parce que c'est venu quelques mois plus tard, c'était nucléaire. On se rappelle même le nom de la bombe. Little boy, ça s'appelait mignon, hein, ça veut dire petit garçon, comme toi. Mais en fait, cette bombe-là, Little boy n'a fait que 70 000 morts le jour même. D'accord, d'autres dizaines de milliers de gens sont morts à cause de l'irradiation dans les années qui ont suivi, c'est vrai. Mais peu importe. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est OK, tu vois. Ce n'est pas grave parce que les États-Unis, c'est un grand pays et leur président était un grand homme. Alors tout va bien, il n'y a aucun risque. Une fois grand, tu pourras tuer autant de monde que tu veux et personne ne t'en tiendra rigueur. Aucun tribunal international ne te demandera des comptes. Si jamais par mégarde ils t'interpellaient, tu leur expliquerais que les lois morales ne s'appliquent qu'aux petits. Les grands peuvent commettre contre l'humanité tous les crimes qu'ils veulent et ne recueillir que des applaudissements.
Alors patience, mon darling, oui, tu es notre fils. Nous avons confiance en toi. Nous savons que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes quand tu seras